Je vous en avais parlé récemment. 3 responsables du parti Les Républicains ont publié une tribune qui s'intitule Rebâtir un parc nucléaire et stopper le financement des renouvelables, notre plan pour l'énergie. Ça peut sembler assez radical, mais en fait c'est plutôt cohérent avec ce que LR ont toujours dit, hein. LR ont toujours dit que la priorité c'était le nucléaire et que les énergies renouvelables, fallait plutôt laisser ça au marché. Alors on va lire cette tribune. Cette tribune est payante, mais j'ai des accès étudiants à vie, du coup j'ai accès à cette tribune de façon totalement gratuite. D'ailleurs, peut-être toi aussi, tu as accès. Je soutiens que la plupart des étudiants qui payent pour Le Monde, Le Figaro, Le Point, France Info, en fait, ils se font complètement arnaquer parce qu'on a accès à ce genre d'articles quand on est. La plupart des facs, elles donnent un accès illimité aux articles payants des revues nationales. Donc franchement, regarde auprès de ta fac et auprès des services de ta bibliothèque pour voir ce à quoi tu as accès. Tu as sûrement accès, si tu es étudiant en tout cas, tu as sûrement accès aux articles payants des médias nationaux. Alors, on va décrypter cette tribune. Cette tribune, faut voir le contexte aussi, hein, avec Retailleau qui est clairement en train de faire du pied aux électeurs pour les élections de 2027. Hein. Retailleau ne se comporte pas du tout comme un ministre de l'Intérieur normal, selon selon l'éthos républicain qui voudrait qu'en fait le ministre de l'Intérieur ça soit quelqu'un qu'on envoie au casse-pipe en termes de réputation. Personne ne devient ministre de l'Intérieur pour devenir plus populaire après. Le seul exemple que j'ai en tête qui me contredisent, c'est Nicolas Sarkozy. Sachant le nombre de ministres de l'Intérieur qu'on a eu entre temps, disons que ça se place là. Alors, on va lire ces tribunes, mais avant toute chose, surtout c'est très important de dire à YouTube que tu aimes bien mes vidéos. Une façon très simple de le faire, c'est tout simplement d'appuyer sur le bouton j'aime, ça m'aide de fou dans l'algorithme. Et je vais également profiter pour faire un petit peu ma pub. Je fais la pub de cette nouvelle chaîne que j'ai lancée où je parle de pop culture en anglais. Voilà, c'est un anglais qui est très très basique. Normalement, un lien pour la chaîne devrait s'afficher en haut à droite. Si tout ce qui est pop culture ça t'intéresse, n'hésite pas à jeter un œil et à t'abonner si tu comptes regarder ces vidéos-là. En ce moment, je suis en train de donner mon avis sur les derniers épisodes de la série Rick et Morty, qui est ma série animée préférée. Alors, on va lire cette tribune tout de suite. L'intro n'est pas extrêmement intéressante. Alors, on va aller directement dans le vif du sujet. Encore faut-il que cette carte maîtresse, la France, la joue intelligemment en se projetant vers l'avenir. Oui, la fermeture précipitée de Fessenheim, la fin du surgénérateur Super Phoenix ou encore l'étiolement du programme de 3ème génération Astrid furent des décisions prises en dépit du bon sens. La responsabilité des gouvernements qui se sont succédés depuis 2012, de Ségolène Royal à Hulot, est très lourde et nous n'avons jamais cessé d'alerter sur les conséquences de ces choix dévastateurs. La droite, qui n'a jamais varié sur le nucléaire, n'a aucune leçon à recevoir des girouettes qui aujourd'hui l'attaquent comme le RN. Faut-il rappeler qu'en 2011, Marine Le Pen déclarait que la sortie du nucléaire était un objectif qu'il faut avoir à l'esprit parce que c'est une énergie énormément dangereuse. Franchement, comparer le FN de l'époque avec le RN d'aujourd'hui, ouais, c'est une comparaison un peu foireuse. Hein. C'était il y a 14 ans quand même, et le RN a pas mal changé sur beaucoup de ses positions, même l'immigration, hein, pour le coup, alors que c'est son sujet fer de lance. On poursuit la suite de l'article. Les décisions du passé. Alors, ce paragraphe n'est pas très intéressant. En gros, c'est juste pour annoncer les 3 principes. Donc, il y a 3 principes qui sont défendus dans cette tribune. Je vous ferai remarquer que cette tribune, d'après LR, monsieur Bruno Retailleau ne l'a pas co-rédigée en tant que ministre de l'Intérieur, mais en tant que président du parti. Je ne sais pas comment il fait pour être les deux d'ailleurs. Ça doit demander un temps de dingue, comme dirait l'autre. Bruno Retailleau qui se comporte pas du tout comme un ministre de l'Intérieur normal, dans le sens où il fait des sorties politiques à chaque fois qu'il en a la possibilité, et là il s'émancipe clairement de La République En Marche, parce que de Renaissance, à chaque fois il change de nom, c'est satané. La Macronie, voilà, on peut dire la Macronie, tout le monde comprend, parce que la Macronie, disons que sa vue sur le nucléaire, c'est que en fait il faut, alors il y a 2 choses, il y a l'apparence et ce que le gouvernement y fait réellement. Parce que ce que le gouvernement y fait réellement, c'est surtout depuis le Covid, c'est d'insister sur le nucléaire tout en privilégiant d'autres modes de fabrication comment on dit, de création électrique. Alors ça c'est ce qu'ils font en réalité. Ce qu'ils font en surface, ce qu'ils disent, c'est que en fait on va faire une transition énergétique, sachant que la République En Marche ne considère pas le nucléaire comme étant une énergie verte et décarbonée, alors que si, c'est clairement le cas.
Du coup, et Bruno Retailleau, il avait fait une sortie assez marrante. Il avait dit pour critiquer ce que lui avait, pour rétorquer face aux critiques de la ministre de l'environnement, de la transition énergétique, il avait dit si elle savait pas que la droite soutient le nucléaire, voilà, fallait se réveiller plus tôt, un truc comme ça. C'était assez marrant. Du coup, voilà, on va commencer à lister les principes qui sont défendus dans cette tribune. Le premier principe est d'assumer des priorités politiques et industrielles. Les Républicains ont toujours combattu le mix énergétique proposé depuis Royal visant à introduire une substitution entre renouvelables et nucléaire, comme si les deux se valaient en termes de production. Il est absurde de vouloir financer toutes les énergies en misant sur une complémentarité qui n'existe pas au plan de la physique des réseaux. Pour le coup, c'est plutôt vrai. Il n'y a pas de complémentarité entre le nucléaire, qui constitue 60% de la production électrique en France, et le reste surtout. Alors il me semble, corrigez-moi, vérifiez ce que je dis, mais il me semble que l'éolien, c'est aux alentours, ça doit être aux alentours de 4%, alors que le photovoltaïque aux alentours de 8%. Bref, on est à peu près sur 12% pour le photovoltaïque et l'éolien, donc le solaire et l'éolien. Sachant que le nucléaire, c'est ce qui produit l'essentiel. Par contre, il y a un problème avec le nucléaire, c'est que le nucléaire n'est pas adapté au pic d'électricité. Quand il y a un pic, ça je pense que vous le savez, hein, c'est très connu, je suis pas en train de réinventer l'eau chaude là, mais le nucléaire, il faut beaucoup de temps pour qu'il puisse s'adapter à la demande sur le moment de l'électricité. Donc en fait, le nucléaire ne le fait pas, il ne permet pas de s'adapter à des gros pics de consommation d'électricité. Ce qui fait qu'on est obligé de compenser avec une électricité qui est produite très rapidement, c'est-à-dire pas le thermique, pas le géothermique, c'est-à-dire Merde. Excusez-moi, je reprends du café parce que des fois j'ai des mots qui me sortent de la tête. Le fossile, faut utiliser des énergies fossiles pour s'adapter aux pics d'électricité. Et ça, c'est pareil pour tout. Dans tous les pays, c'est comme ça. La France est une exception parce que la France est autosuffisante en électricité. La France vend l'électricité dans un système qui est complètement stupide, qui a été introduit par l'Union européenne. On a introduit de la concurrence dans la vente d'électricité, complètement débile, ça a juste complexifié le système pour rien. On a introduit de la concurrence pour rien. Quand tu compares les deux schémas, je pense que vous l'avez tous vu, hein, cette comparaison entre le schéma avant de production d'électricité et le nouveau schéma maintenant avec la mise en concurrence. Stupide, complètement stupide. Donc, j'étais en train de vous dire que c'est ça le problème avec le nucléaire. Mais sinon, il n'y a pas de problème. En fait, le nucléaire ne cause pas de problème. On sait comment gérer les problématiques. Les déchets nucléaires, on sait comment les gérer, on sait comment les utiliser. Le danger, il n'y en a pas. Il n'y a pas de danger comme les gens, ils s'imaginent Fukushima en fait. Mais Fukushima, la centrale de Fukushima n'a rien à voir avec les centrales en France. Quand les centrales surchauffent en France, elles s'éteignent, alors que celle de Fukushima, voilà, elle a explosé. Non, je crois que c'était Tchernobyl, je me rappelle plus. En tout cas, voilà, il n'y a pas de risque, on sait. En fait, il n'y a pas de défi vis-à-vis du nucléaire. Faut vous sortir cette idée de la tête. Il n'y a pas de défi. Et par contre, le vrai défi, c'est au niveau de la défense de ce type d'énergie, la défense du nucléaire. Sauf que faut pas embellir le nucléaire au-delà de toute proportion raisonnable. Faut garder en tête que le nucléaire n'est pas suffisant pour ça, n'est pas bon. Ça demande beaucoup trop de travail préparatoire pour s'adapter au pic de consommation. L'électricité n'est pas stockée, elle est injectée immédiatement dans le système, il faut qu'elle soit consommée sur le moment T. Donc voilà, faut garder ça en tête. Alors, on poursuit la lecture de l'article. Ces substitutions ne pourraient être que partielles et par phase, la meilleure option pour cela étant la prolongation du parc actuel. Il parle du parc nucléaire. C'est aussi le sens du combat que nos parlementaires ont mené depuis des années à Bruxelles. L'UE ne doit pas favoriser les énergies renouvelables, mais les énergies décarbonées, en respectant les principes de neutralité technologique. C'est ce principe qui doit également structurer la nouvelle approche de la décarbonation des véhicules en sortant d'un agenda qui impose une seule technologie pour la voiture à horizon 2035. Cette réglementation, à laquelle les députés ont échappé, rend dépendants de pays qui se trouvent être les plus pollueurs du monde. C'est plutôt vrai. C'est plutôt un aveu d'échec, je trouve. Nous avons réussi à annuler les milliards d'euros d'amende qui allaient être infligés à nos constructeurs au motif de cette règle aberrante. La règle même doit maintenant être entièrement remise à plat. Voilà. Donc le premier principe, assumer des priorités politiques. Voilà, en gros, mettre la priorité sur le nucléaire. C'est pas très clair, la tribune n'est pas très bien écrite. Je suis désolé de dire ça, mais moi je pense que tout seul, dans ma chambre, j'aurais fait mieux.
Le second principe est de faire de la vérité des coûts et de laisser la loi du marché arbitrer entre les autres choix énergétiques. Là, j'aurais des choses à dire. Plutôt que d'entretenir des objectifs idéologiques dépassés. L'éolien et le photovoltaïque n'apportent au mix énergétique français qu'une intermittence coûteuse à gérer. Il n'y a donc aucune raison de continuer de les financer par des subventions publiques. S'ils peuvent avoir du sens, par exemple, dans des contextes d'autoconsommation, cela se vérifiera par les équilibres du marché. Ceux qui vendent doivent être en capacité d'assumer la production. Voilà. J'ai beaucoup de mal avec ça. Le fait de dire laisser la loi du marché arbitrer entre les autres choix énergétiques. En fait, pourquoi est-ce qu'on devrait introduire encore plus de concurrence et de loi du marché là-dedans? On parle de production d'électricité. Ça nécessite des infrastructures qu'un nombre très faible d'entreprises seraient capables de gérer. Et en général, c'est des choses qui sont gérées par l'État. Parce que ça demande des infrastructures de malades. Toute tentative d'imposer des lois du marché, ça ne pourrait être que de la concurrence introduite de façon purement artificielle, comme ce qui s'est fait en France avec la gestion des rails et qui a conduit à une explosion des prix de la SNCF, comme ce qui s'est fait avec le fameux marché européen de l'électricité. Toutes ces tentatives de laisser la loi du marché arbitrer, mais ça se solde par une concurrence complètement artificielle, donc qui ne produit pas les effets escomptés, les effets bénéfiques de la concurrence. Oui, la concurrence peut avoir des effets bénéfiques, sauf que quand c'est introduit de façon purement artificielle, là où il n'y a pas lieu d'être, là où on peut juste avoir un État qui gère ce genre de choses, pourquoi faire autrement? En fait, on peut tout simplement dire, ça, c'est pas efficace, on arrête. Le nucléaire, c'est efficace, on renforce le parc nucléaire. L'éolien et le photovoltaïque, et même les énergies renouvelables, c'est pas efficace, on arrête. Et c'est... En fait, là, ils font une tribune, ils s'affichent en train de le dire. En réalité, après le Covid, le gouvernement, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Le gouvernement, il a fait volte-face sur ce qu'il avait dit au début, c'est-à-dire le fait de sortir du nucléaire. Maintenant, le gouvernement, il est plus du tout dans ce chemin-là. Alors, on va poursuivre. Le troisième principe est d'intégrer la stratégie énergétique à une vision de politique d'ensemble. Cette phrase ne veut rien dire. Franchement, prenez juste cette phrase. Le troisième principe est d'intégrer la stratégie énergétique à une vision politique d'ensemble. Essayez de me dire ce que ça veut dire. C'est une phrase qui pourrait s'intégrer dans n'importe quel programme allant de la gauche anticapitaliste à la droite nation. Vraiment. L'énergie ne peut être pensée en dehors de la vie d'une société, encore moins contre elle, et concerne le pouvoir d'achat des Français. Il est hors de question qu'ils paient 2 fois leur électricité, une fois la construction, une fois la production, et même parfois de manière détournée via la construction d'un réseau d'approvisionnement dédié. Mon Dieu, construisez mieux vos phrases, s'il vous plaît, le stagiaire qui a dû rédiger ça. Le développement de la production énergétique a aussi un impact sur l'environnement. Une électricité ne saurait être écologique si elle atteint la biodiversité, menace le vivant autour d'elle, dégrade nos paysages. C'est le cas particulier de l'éolien, à terre ou en mer, et nous alertons depuis longtemps sur l'impact de ces technologies sur la protection des espaces ou l'occupation des sols. Mon Dieu que je suis d'accord. Je suis super d'accord avec ça. Les éoliennes, c'est dégueulasse. C'est pas étonnant qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle éolienne qui est construite, les gens autour, ils râlent parce que c'est dégueulasse, ça endommage la biodiversité, ça dégueulasse le paysage. Franchement, t'as un paysage qui est magnifique. En France, t'as des paysages qui sont magnifiques. Et t'as des espèces de poteaux avec des hélices dégueulasses là qui font un bruit à se vriller les tympans. Franchement, je suis très d'accord avec ça. L'éolien, faut arrêter. L'éolien, ça sert uniquement à un but diplomatique. C'est pour dire, regardez, on a des éoliennes, on est un pays qui devient éco-responsable. Voilà, ça sert uniquement à ça. Je pense que là, je prêche à des convertis. Je pense que les gens de ma chaîne, normalement, vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde que moi. Je n'ai jamais croisé quelqu'un qui sérieusement défend les éoliennes. En général, même ceux qui sont à fond pour les énergies renouvelables, les éoliennes, c'est pas ouf. Conclusion. S'opposer à l'idéologie qui fait un but en soi du développement à marche forcée des énergies renouvelables nous a valu bien des procès en climato-scepticisme. C'est vrai. Faut arrêter avec le fait. Je crois que c'est Attal qui avait réagi à cette tribune en disant que c'était du climato-scepticisme. Non, c'est pas du climato-scepticisme. Tu peux parfaitement être préoccupé par tout ce qui est tous les enjeux climatiques et dire bah non, l'éolien ça sert à rien, c'est purement diplomatique, c'est purement du symbole, on s'en fout, on arrête parce que ça coûte un pognon de dingue. Voilà. Et pourtant, la France produit déjà l'électricité la plus décarbonée d'Europe grâce à son mix nucléaire hydraulique. Et elle est déjà exportatrice nette d'électricité. Il faut le rappeler, il faut le rappeler aux gens. Dites-le aux gens qui sont autour de vous. La France est autosuffisante en électricité. Franchement, si plus de gens étaient au courant de ce fait, le débat autour de tout ce qui est énergie prendrait une tournure beaucoup plus sérieuse que la tournure qu'il a en ce moment. Franchement.
Alors, autrement dit, lorsque notre pays finance la construction de renouvelables, il subventionne avec l'argent du contribuable français la consommation électrique de nos voisins tout en imposant à notre réseau une production intermittente déstabilisante pour nos capacités installées. Non, pas trop, non, c'est juste pas vrai en fait. Ça déstabilise pas les capacités françaises, je vois pas à quoi cette phrase fait référence. Aidez-moi, pour le coup, aidez-moi. Un contresens total, mais les tartuffes de l'écologie politique ne sont pas à une incohérence près. Leur idéologie de la contrainte et de la décroissance n'est parvenue qu'à nous rendre toujours plus dépendants des productions industrielles importées qui constituent en réalité la première menace pour l'avenir du climat et de la biodiversité. Ce sont les mines de charbon en Chine et en Asie, mais aussi en Europe, hélas, qui représentent le vrai danger, non la petite voiture qu'un salarié français prend pour aller au travail. C'est la raison pour laquelle il était nécessaire d'abroger enfin les ZFE qui, sans se fonder sur aucune base scientifique solide, faisaient l'impasse sur le droit à la mobilité des classes moyennes et modestes. D'autres combats, je suis complètement d'accord avec ça. Franchement, les zones à faible émission, c'était une connerie sur toute la ligne. D'autres combats restent à mener, comme l'abrogation du ZAN qui est en train de vitrifier nos territoires ruraux et la possibilité de recommencer à produire en France. Alors je veux bien, le problème c'est que il faut trouver une façon. Et pour le coup, il n'y a aucun pays qui a réussi à trouver une façon durable de le faire, une façon moins polluante de gérer les pics d'électricité. Parce que pour le coup, on ne sait pas comment faire autrement qu'en utilisant le fossile. Voilà. Le nucléaire n'est pas bon pour gérer les pics d'électricité, parce que ça prend beaucoup trop de travail, beaucoup trop d'efforts et de temps à être déployé. Alors que le fossile, les énergies fossiles sont beaucoup plus simples à déployer sur un moment pour gérer un pic d'électricité. On conclut: économiquement vertueuse, écologiquement responsable, socialement acceptable, telle est la politique énergétique que nous défendons, telle est la ligne politique que nous portons parce qu'elle est la seule à pouvoir conjuguer les aspirations légitimes des Français à l'intérêt supérieur de la France. Est-ce que on pourra voir un second tour LR-RN? Ça serait super intéressant. En tout cas, je pense que Bruno Retailleau a clairement sa chance. Le problème, c'est que si Bruno Retailleau se présente, ça serait sûrement dans un contexte de primaire de la droite. Quand on dit primaire de la droite, on compte Renaissance, on compte la Macronie dedans, parce que la Macronie, c'est les centristes en fait. Je ne vais pas dire que c'est la gauche ou la droite du camp de la droite, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas parce qu'ils sont deux centres qui sont à gauche par rapport à LR, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça mérite peut-être même une autre vidéo, voilà. Mais en tout cas, Bruno Retailleau ne pourra pas le faire juste avec LR. Il ne pourra pas se présenter et être président de la République juste avec LR. Peut-être qu'il y aura un coup anti-RN, que les gens vont voter Retailleau juste parce qu'ils ne veulent pas voir le RN au pouvoir. Après, Retailleau, en ce moment, ses positions sont assez similaires à celles du RN. Il y a des gens qui vont grincer des dents à m'entendre dire ça. Pour le coup, c'est vrai. Toutes ces sorties politiques, on va dire 70% de ces sorties politiques, c'est des appels du pied aux électeurs du Rassemblement National. Ce qui est, et quand je dis ça, je précise pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, c'est ni une critique, ni amélioratif, ni rien du tout. Hein. C'est juste, je décris ce qui est en train de se passer. Mais je pense que Bruno Retailleau a bien compris que la France était passée au-delà. La France est passée au-delà du bipartisme qui faisait que l'ancien parti l'ancien UMP, c'est-à-dire LR maintenant, puisse se prévaloir d'une quelconque possibilité d'avoir un candidat présidentiable. Voilà. Bref, je pense qu'on peut tergiverser dans ce sens-là pendant des heures et des heures. Mais Bruno Retailleau, clairement, il fait des appels au pied aux électeurs du RN. Après le moment Ciotti, il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Je pense qu'il est en train de se refermer. Mais je pense qu'ils l'ont plutôt bien géré pour le coup, dans le sens électoral, pour avoir le plus de gens qui vont voter pour eux. Je pense qu'on va s'arrêter là. On se dit à cet après-midi pour la prochaine vidéo. Salut.